Bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique. Et aujourd'hui nous allons parler de quoi? De It ou Ça en français, adaptation éponyme du livre de Stephen King. C'est particulièrement dans ses plongées horrifiques que son style s'exprime le plus, jouant habilement avec un point de vue plus fantastique dans son rapport aux personnages et aux événements. Le film Ça peut paraître assez banal de prime abord, il n'y a pas forcément de scènes fortes ou marquantes. Il est dans la même lignée que tout ce qui se fait actuellement, à la fois dans le genre épouvante-horreur et à la fois pour le cinéma. Il y a un effet de mode que d'aller chercher l'inspiration dans la nostalgie, de vieilles œuvres que l'on cherche à réactualiser, faire remonter à la surface. Ou encore de prendre un auteur et d'adapter à la chaîne toutes ses œuvres, c'est le cas pour lui ou pour les films live de Disney. Alors plus qu'il ne fait peur, le film raconte avant tout une histoire. Et il en allait de même pour Mama, le premier film d'Andy Muschietti. C'est un peu la nuance qu'avait fait Guillermo del Toro dans Crimson Peak, ne s'agissant pas d'une histoire de fantôme, mais d'une histoire avec un fantôme, utilisée comme une métaphore, en l'occurrence celle du passé. Et c'est de même pour cette adaptation. Le personnage de Ça est vraiment bien maîtrisé, chacune de ses apparitions fait mouche. Que ça soit ses gestes, ses mimiques, son regard, la forme de son sourire, à moitié rassurant tout en étant terrifiant, c'est vraiment une grande réussite sur ce plan-là. La première scène avec Georgie est d'une grande intensité. Je me sentais comme happé par cette bouche d'égout, entre innocence et méfiance, un air cabotin à la limite du malsain. Alors le personnage de Ça semble apparaître lorsque les personnages sont dans une situation de pression, de forte émotion. C'est ce que l'on voit au tout début dans la cave avec Georgie, cette impression de terreur qui l'affecte. Si un adulte avait été présent, il n'aurait rien vu, comme la scène de la salle de bain, utilisant sa vue, son savoir, mais pas l'émotion qui est la langue de l'enfant. Les deux ne sont pas sur le même registre. Chaque scène de tension est la visualisation de ce que vit vraiment le personnage, de son état d'esprit. Comme pour Ça, c'est la projection d'une forme émotionnelle réelle qui demeure invisible à l'œil nu. Ce n'est pas quelque chose qu'on sait, mais qu'on ressent. Lorsqu'elle était morte, Beverly dit qu'elle ne se souvient que de ce qu'elle ressentait, ne pouvant pas décrire ce qu'elle a vu. C'est plus ou moins ce qu'Ariane dit dans Inception, que c'est plus une affaire de ce qu'on ressent, comme la peur ou encore l'amour. Quand on aime quelqu'un et qu'il s'avère que c'est une mauvaise personne, on aura beau prévenir ou la personne aura beau le savoir, il sera très difficile de conjurer le sort de cette émotion. C'est tout autant une libération, forme de lâcher prise, que comme une prison, forme d'emprise. On a constamment des émotions, elles foisonnent en nous à chaque instant. On les sent dans notre corps, on le voit dans notre comportement ou à l'intonation de notre voix. Le son et les musiques au cinéma tentent de retranscrire ces sentiments avec le plus d'authenticité possible. Que l'on soit agressé ou bercé, c'est comme un prolongement de notre réalité, tout comme un langage à part entière. Une composition peut vraiment mettre en valeur un instant important de notre vie, le figer, le sublimer. C'est par nos sens que se traduit l'essence de ce que l'on vit. Ça me fait penser à l'épisode de la Maison de l'horreur dans Black Mirror, où on joue entre réalité et la fiction, ne sachant plus ce qui est vrai. Mais ce sont les émotions profondes du personnage qui engendrent la simulation. Même si tout est faux et fictif, ses réactions émotionnelles sont vraies. Ça n'est pas réel, mais ce qu'il inflige émotionnellement l'est. C'est un monde abstrait et plutôt sujet à l'interprétation. Et ça, les adultes n'aiment pas tellement. On le voit souvent quand les gens discutent de tout et de rien, ou sur un film, où toutes les réponses claires, nettes et précises ne sont pas énoncées. Il y a comme une peur de ce qui est indéfinissable, ce que l'on ne peut pas encadrer, ou emboîter pour y afficher une réponse concrète et rationnelle. C'est pas étonnant que la plupart des films se développent en expliquant absolument tout, c'est pour rassurer les gens. Alors le genre de l'horreur est souvent utilisé pour représenter les différentes étapes psychiques de l'individu, le passage d'un état à un autre. Et lorsque cela se passe mal, il y a comme des marqueurs, des brumes invisibles qui s'imprègnent en nous, faisant leur chemin à travers le temps pour finalement ressurgir d'une façon ou sous une forme inattendue. L'adolescence est souvent l'âge des révoltes et des émancipations, mais elle ne dure qu'un temps, il est difficile d'y avoir une constance. Même si on se rend compte de certaines choses, c'est pas pour autant qu'on sera capable d'agir. Alors l'adulte solutionne ses conflits par des compensations. Ça peut être le divertissement, la consommation, avoir un rôle important ou une position de pouvoir, le rendant plus froid et détaché. Alors ce n'est pas que l'adulte ne ressent plus rien, au contraire, c'est juste qu'il s'est résigné à ne pas changer. Il a toujours en lui ses angoisses infantiles, mais refuse de les affronter à nouveau. Et il en réchappe en ayant le contrôle constant sur lui et ce qui l'entoure, plus axé sur ce qui apparaît que ce qui est. Mais c'est aussi parce que l'adulte a un rôle à jouer, une société à gérer et maintenir un semblant de normalité. On le voit avec le père de Bill, que l'on ne voit d'ailleurs qu'une seule fois durant tout le film. Il ressent la perte de Georgie, mais coupe son émotion pour ne pas affronter sa douleur et celle de Bill. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Bill est le seul du groupe à encore avoir ses parents. Les autres semblent monoparentales. J'ai un doute pour Richie. Ce que l'on finit par découvrir, c'est que les peurs sont également engendrées par leurs parents. La mère d'Eddie, qui le place dans une situation de dépendance, de fragilité par l'effet placebo, et on la voit complètement désemparée quand il part à la fin. Et de même concernant Beverly avec son père, qui l'oblige à réfréner sa féminité, son identité, comme lorsqu'elle se coupe les cheveux ou cette séance sanglantée de la salle de bain.
L'adulte qui a fui ces confrontations se trouve alors perverti par ses peurs, qui trouvent refuge sous une forme de déviance. Ils deviennent les peurs de leurs enfants en leur transmettant des complexes qui les empêchent de grandir. Mais c'est ce qui leur permet d'accepter les dissonances de leur vie. Ça n'a d'ailleurs pas d'impact sur eux parce qu'ils sont devenus eux-mêmes une forme de lui. Comme on le voit avec Henry ou son père, il s'en prend au plus faible parce que lui-même est faible. Alors pour ne plus l'être, il devient la peur de quelqu'un d'autre. La scène où il terrorise Ben avec son couteau est révélatrice. Car lorsqu'il le perd, on le voit paniquer véritablement. Il est tel un impuissant qui comblerait un manque par un objet puissant. D'ailleurs, l'affrontement contre Mike à la fin a du sens. Les deux ayant été éduqués par la loi du plus fort, et chacun lutte avec une arme représentative du père. Dans X-Files, on dit que la peur est le plus ancien instrument du pouvoir. Si tu es distrait par la peur de ceux qui t'entourent, ça t'empêche de voir les actions de ceux qui te dominent. Il faut se dire que ces adultes ont aussi été confrontés à ça étant plus jeunes, et n'ont simplement pas été assez forts pour s'en affranchir, continuant à souffrir dans leur coin, ou pire, s'en sont accommodés, comme le club des losers l'aurait fait. Dès le début du film, on place des indices concernant les parents, juste de simples scènes assez banales, mais qui n'ont rien de saisissante. Tout passe de manière anodine, noyé dans la masse du quotidien. De plus, tout le monde joue le jeu en se camouflant dans l'ombre, comme le fait ça tout au long du film. Et c'est justement ça le problème, ces petits détails insignifiants qui, en s'accumulant à tout le reste, finissent par prendre forme, devenant hors norme et incontrôlables, et dont on ne sait même plus quelle en était l'origine. La peur n'est pas ici pour faire du jumpscare au spectateur, mais pour se figurer dans notre quotidien, et c'est bien là le cœur du roman de Stephen King. L'histoire se répète de génération en génération dans la vie, comme dans les histoires que l'on invente, car elles sont les projections de notre monde. De nombreuses lectures ou films narrent ce genre de récit. Mais les gens disent volontiers que ce n'est pas réel, ou que ce sont des fictions. Mais ça, c'est pour éviter de briser le quatrième mur et de se confronter à cet aspect de la réalité. Il y a une citation qui dit « Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin ». Le groupe est vraiment passionnant à suivre. Ils ont tous leur mimique, leur particularité, leur façon de parler et de penser. Ils sont au milieu de deux mondes, ce qui rend très vaste les possibilités d'histoires racontables. Ils se posent des questions d'adultes tout en étant encore sensibles au monde onirique. J'ai vraiment apprécié le fait qu'ils entrent deux fois dans la maison hantée. La première en suivant un leader et la deuxième en étant volontaire. Il y a toute une construction sur le groupe. Même s'ils sont ensemble par défaut, ils finissent par s'ajuster les uns aux autres en formant une unité véritable. C'est d'ailleurs très amusant de constater que Henry participe à la formation de ce groupe. C'est la domination de l'un qui renforce la faction des autres, comme la folle scène des cailloux. On pourrait se dire qu'on vit dans un monde où les amitiés sont factices, où à la moindre difficulté les gens fuient, ou plutôt, la situation révèle leur véritable nature. Chacun peut vaincre sa propre peur, ou plutôt la forme qu'elle prend, mais elle existera encore pour d'autres personnes. D'où la mise en valeur du groupe, de comment chaque individualité peut nourrir un ensemble, tout comme peut en être sa faiblesse. On le voit lors de la première tentative qui se solde par un échec, parce qu'ils sont divisés. La scène finale où Bill se fait capturer met de nouveau à l'épreuve le groupe. Et c'est Richie, le plus réfractaire, qui surprend en devenant téméraire, s'appropriant la force de caractère de Bill. Le combat final montre bien que chacun individuellement parvient à vaincre sa propre peur, comme le fait que ce soit collectivement qu'ils y parviennent. C'est un peu le un pour tous et tous pour un. On retrouve cette idée dans la présentation des personnages au début du film, qui enchaîne sur la peur de chacun. Ça peut paraître un peu redondant, mais c'est pour mettre en valeur l'individualité qui se retrouve dans un ensemble de personnes. De même pour la dernière partie du film. Avant qu'on enchaîne sur le collectif, on a d'abord deux séquences successives qui abordent deux façons individuelles de lutter contre ça. D'abord Henry qui succombe totalement à sa folie, puis Beverly qui affronte son père en lui disant « Non !» Ça m'a fait penser à César dans La planète des singes, le mot qui tue. Ce sont les deux personnages qui paraissent plus âgés et plus matures que les autres, et ils représentent la dualité influente au sein du groupe entre l'insuffisance et la luminescence. C'est quand Beverly se fait attraper que tous les garçons viennent la secourir. Alors on pourrait se dire que c'est la fille en détresse, mais c'est plus une symbolisation de ce qu'elle représente. Elle possède une bague en forme d'encre de bateau et un collier en forme de clé. Beverly est la clé de la délivrance du groupe. Elle ouvre la voie en les invitant à venir la rejoindre dans cette libération face au règne de ça. À ce moment-là, chacun était retourné à sa vie de mouton, comme la scène du début où ils sortent de classe. Jusqu'à ce que Bill, dans un premier temps, puis Beverly leur servent de guide et d'objectif collectif. Être conscient et avoir le courage d'affronter ses peurs pour ne plus se laisser dominer par elles, c'est ce qui permet de repousser en grande partie ça. C'est elle qui calme le conflit entre Bill et Richie, c'est elle qui donne le sourire à Ben, qui aide le groupe à voler de quoi le soigner. C'est également elle qui saute en première de la falaise, poussant les autres à faire de même. Cette scène dénote un peu de la gravité du film. Ils s'amusent comme des enfants dans un monde à l'écart de la réalité. Beverly a cette forme d'audace et d'intrépidité face aux garçons qui sont encore dans la timidité. Il est certain qu'elle leur inspire le désir et qui leur permettrait de franchir une étape pour mûrir. C'est une jeune fille sur le point de passer la frontière de l'enfance à l'âge adulte. C'est le fait d'être en conflit avec son père qui la pousse à se réfugier au pays imaginaire, avec les enfants perdus. C'est exactement le rôle de Wendy dans Peter Pan. Elle les guide vers l'abstrait tout en ayant un rôle maternel, ce qu'il manque à ce groupe.
Ce que je trouve vraiment intéressant avec ce conte, c'est la lecture selon le point de vue que l'on va prendre. Si on adopte celui de Peter Pan, alors les adultes sont les grands méchants, trop austères et tragiques, brisant les rêves des enfants en leur imposant les dures réalités du quotidien. Mais à l'inverse, si on prend celui de Crochet, alors c'est Peter le grand ennemi, trop espiègle et comique, et qui empêche l'enfant de grandir en l'entraînant avec lui dans la fantaisie. Il y a toujours ce compromis à faire entre l'enfance et l'adulte, la magie et l'acquis, bien trop souvent opposés. L'adulte doit pouvoir être capable de conserver et d'embarquer avec lui son enfance, mais pour en faire une force sans y succomber. Et c'est là que la revanche du capitaine Crochet de Spielberg est vraiment passionnant. Dans le film Insidious, il y a la dualité entre Josh et son fils Dalton, tous deux concernés par le voyage astral. L'enfant est pourchassé par une créature hybride, animale, alors que ce qui suit Josh est humain. Quand on est jeune, on est persécuté par des créatures fantastiques, là où l'adulte a transformé son imaginaire en psychologie torturée. Je dirais même plus la conformiser à la réalité. Les deux racontent la même histoire. Dans le premier film, c'est Josh qui retrouve son fils, là où dans le second, la situation s'inverse. Il y a un échange symbolique entre l'adulte et l'enfant, la croyance et la conscience. L'un se construit par rapport à l'autre. C'est l'évolution naturelle de l'être humain que de passer d'un registre à l'autre, de l'émotion à la réflexion. Pour qu'un être se forge, il doit se positionner entre l'horreur de son inconscient et la terreur du monde externe. Mais paradoxalement, c'est en s'y confrontant que l'un peut prendre le pas sur l'autre. Le père de Wendy devient son Crochet, à qui elle lui oppose Peter Pan pour progresser. Chose à laquelle Anakin échoue totalement dans l'épisode 3 quand il tranche avec son enfance. Alors non, je ne ferai aucun lien entre Peter Pan et Yoda, c'est juste qu'ils sont petits et qu'ils aiment le vert. C'est la combinaison de l'innocence et de l'expérience en chaque personne qui permettent de s'enrichir et de véritablement s'accomplir. Si c'est en tant qu'enfant que l'on doit vaincre Peter Pan, alors on ne peut vaincre l'adulte qu'en devenant soi-même adulte. Ce qui est fabuleux est voué à devenir affreux. Mais l'enfant, même s'il vole et qu'on lui dit d'atterrir, a la capacité de transmettre la jouvence de ses rêves à l'adulte pour qu'il puisse les faire fleurir. Il me tarde vraiment de découvrir la suite et de voir ce qu'ils sont devenus par rapport à ce qu'ils ont vécu petits. Est-ce qu'ils vont être hantés, inspirés ou l'avoir oublié ? L'adulte que l'on devient dépend de la valeur que l'on porte sur notre enfance. Tout se joue à ce moment-là. Et bien souvent, sans même s'en rendre compte, les gens deviennent les mêmes adultes qu'ils détestaient autrefois, tombant dans les mêmes pièges qu'ils pensaient connaître. Il paraît logique que ça réapparaisse, pour mettre à l'épreuve le pacte qu'a fait le club des losers. Il peut justement être celui qui vient rappeler aux adultes la valeur de ce qu'ils ont oublié. Exactement comme le père de Wendy qui à la fin se remémore ses rêves passés. Le thème est très présent dans le film, comme la scène des affiches, l'une venant remplacer l'autre, comme si on passait à autre chose. On oublie les gens qui disparaissent, les gens qui meurent, l'incident de l'usine, ou tout ce que l'on jette à la poubelle ou dans les égouts. Comme on le dit, avec le temps tout s'en va, on grandit et on oublie. Encore dans Insidious, Josh avait également oublié son enfance, de même que sa faculté de faire voyager son esprit dans une autre dimension. Ça invite les enfants à flotter, et jusqu'à ce qu'on voit la fin, ça ne voulait pas forcément dire grand-chose. Pour moi, c'était plutôt flotter dans l'eau des égouts. Il y a d'ailleurs un grand rapport à l'eau dans le film, comme la frégate qui flotte sur l'eau au tout début, le SS Georgie et son capitaine partant pour le pays des rêves. Il y a comme ça quelque chose de poétique. C'est comme le navire de Peter Pan, sauf qu'il ne s'agit pas d'un voyage vers les étoiles, mais vers les limbes. J'ai vraiment été impressionné par la scène des lévitations, et ça m'a fait penser à Batman vs Superman, quand Bruce rêve qu'il est au fond du puits et qu'il se met à léviter comme ça. De plus, c'est un adulte qui a perdu la foi et qui voit son âme renaître lors de sa confrontation avec Superman. Le fameux « maman » est une connexion sur l'enfance oubliée, il renoue avec une partie de lui-même. Superman, quant à lui, vole, libéré de toute contrainte. Et dans le premier de Richard Donner en 1978, Lois Lane fait une allusion à Peter Pan. Flotter, c'est aussi par rapport au ballon rouge. Quand on lâche, il vole, comme s'il était libre, déconnecté de toute gravité terrestre. Le ballon est à l'image des enfants, pris entre liberté et réalité. Alors ça me fait aussi penser à un épisode de South Park avec Monsieur Mackey, ladrant que c'est mal, voyez, et qu'il finit comme ça par planer, flotter, sa tête se détache de son corps en mode « Je suis libre, voyez !» Alors il y a plusieurs références dans le film. Superman avec Beverly, on voit aussi Freddy, l'arme fatale, le côté Stranger Things, Super 8, style années 80-90, ainsi que l'univers de Tim Burton. Et bien sûr Batman, encore. Bruce Wayne est un personnage qui se confronte sans cesse à toutes les formes de peur que recèle la psyché humaine. Il se sent aussi responsable de la mort de ses parents, comme Bill de Georgie. C'est à la fois la culpabilité et la peur qui les plonge jusqu'au cœur de la tourmente, pour y entendre le rire du clown. Hehehe, why so serious? Ça pourrait tout à fait jouer le rôle du Joker, les deux univers se rapprochent. Et comme le disait Nicholas Sparks, il y a 3 raisons qui poussent les gens à ça, la folie, la bêtise ou l'envie d'oublier. De même, on joue beaucoup avec les surnoms, les masques, comme l'épouvantail, Monsieur Freeze, le pingouin, Catwoman. Chacun est la personnification d'une idée, d'un sentiment, une émotion qui prend le visage de l'effroi, s'incarnant sous une forme primaire et animale. J'adore cette emprise par la peur, et c'est celle en chacun de nous qui construit et donne vie à ça.
Il se camoufle derrière son masque, comme nos terreurs se dissimulent dans l'ombre, dans l'anodin du quotidien. C'est le monstre au fond du placard, une projection de nos angoisses, notre nature profonde qui se tapit dans le jardin de l'esprit, notre fenêtre secrète. Comme on le dit dans The Mask, tout le monde, oui, enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. Comme quand Bill est capturé, c'est lui-même qui se retient, tenu par ses doutes. Ça est une peur universelle, mais qui prend une forme individuelle. Chacun y voit ce par quoi il est concerné. Comme le film Mother d'ailleurs, d'Aronofsky. Il est le miroir de ce que sont les hommes. Il peut être tout le monde et personne à la fois. C'est une créature polymorphe qui n'a aucune limite, à l'image de l'inconscient, illogique et irrationnel. Il est insaisissable et met en évidence les failles des règles et du contrôle. La force du clown est de susciter une sensation d'omniprésence, d'inéluctabilité, à laquelle on ne peut pas lutter. La ville est comme maudite, chacun y est enfermé, isolé de tout, aussi bien physiquement que psychiquement. Le royaume du clown, c'est celui du divertissement, de la surface. Il est le voile de tout ce qui est réprimé, dissimulé, toutes ces choses que l'on tente d'oublier, d'enterrer dans les égouts de la mémoire. Il y a une véritable analogie entre les différentes couches de l'être et du décor. La ville, la maison, les égouts, aller au plus profond du puits, c'est comme aller au plus profond de soi. C'est le principe de la pierre philosophale, ou de Dante et d'Orphée pour les plus romancés. Et c'est dans le parcours de cette caverne, ce pays des merveilles, que l'on a la possibilité de se relever, de s'élever. Il n'y a pas que de l'horreur au fond du terrier, mais aussi des ressources enfouies. Le film est vraiment bien construit. On suit les étapes de différents éléments qui, lentement mais sûrement, finissent par se joindre et prendre une forme. Comme le groupe qui se soude, faisant des liaisons entre des événements aléatoires. Et c'est dans cette enquête, investigation, que les morceaux du puzzle s'assemblent au nom de la cohérence. Avec l'âge, on finit par trouver un sens à toutes nos souffrances. C'est comme un rêve qui paraît flou au premier abord, mais qui devient évidence lorsque l'on brise le verrou. Comme pour le bégaiement de Bill, qui devient fluide lorsqu'il prend de l'assurance. Ou encore la scène où ça sort du frigo en contorsionniste, que j'ai trouvé vraiment excellente. On a ces mouvements un peu disloqués qui finissent par se concilier dans le bon sens. J'ai envie de dire, c'est comme pour Rome, tous les chemins mènent à ça. Quand on parle, quand on pense, quand on agit, tout mène à ça, tout est ça et c'est ça dont il s'agit, toujours et partout en tout temps. C'est le principe des poupées russes, un rêve à l'intérieur d'un rêve. Ou comme dans Blade Runner, une cellule interconnectée au sein d'une cellule interconnectée au sein d'une tige unique. Dans ce premier film, ça n'est qu'une figure que l'adolescent ne comprend pas vraiment. Ainsi, on ne le développe pas entièrement pour laisser le soin d'une confrontation plus mature dans la deuxième partie. Le groupe devenu adulte sera certainement plus à même de le comprendre et de creuser ce qu'est ça. C'est comme lorsque l'on dit que certains films ont différents niveaux de lecture, mais ils en ont tous, par le simple regard de celui qui s'y pose, ne serait-ce que de par son âge, sa culture ou son métier. Alors c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'il est quasiment immortel, car même si à la fin il semble être vaincu, la peur en elle-même existe encore. Même si on éteint les flammes à notre époque, ce qui l'incarne pourra toujours renaître de ses cendres. On ne peut pas vaincre la nature humaine et son appétence. C'est presque comme une divinité à ce niveau-là. Une question que je me posais aussi, est-ce que finalement Pennywise est sa véritable forme? S'il est la peur, alors c'est plus comme une énergie négative qui devrait pouvoir se détacher de la forme qu'elle a trouvée à travers le clown. C'est en ce sens assez proche de la tour sombre entre l'énergie noire et celle des enfants capables de la détruire. C'est une lutte mentale où la créativité de l'esprit et la volonté vont s'imposer sur l'autre. Henry tue son père, mais il ne l'a pas vaincu, là où Bill prend l'ascendant sur lui par une attitude adulte et déterminée. Lorsque l'on n'a plus peur, plus rien ne peut nous atteindre. Apprendre à se maîtriser, c'est être en paix avec cet état de stress, d'angoisse et d'insécurité permanente. Avec patience, exigence et persévérance, on peut franchir n'importe quelle frontière et repousser sans cesse les limites du possible et du prévisible. Ça m'a fait penser à l'animation Les 5 légendes, où l'on a aussi un personnage qui incarne la peur. Et le seul moyen qu'il ait d'exister, c'est de nous faire croire en lui. En fait, pour le rendre inoffensif et le faire tomber dans l'oubli, il suffirait de confronter ses peurs jusqu'à ce qu'elles n'aient plus d'emprise sur soi. Quand une chose est oubliée, elle devient une rumeur, un conte, une légende, ou un simple incident inscrit dans un livre d'histoire. Il y a une forme de fatalité pour ça, si l'on considère que sa seule efficience est de vivre au travers des enfants, condamnés à grandir et à l'oublier. Ça me fait penser à Big Bang dans Vice Versa. Dans un rêve, un clown peut refléter cette vision dépressive sous-jacente, apparaissant non pas forcément de manière négative, mais pour nous alerter d'un aspect de nous-mêmes qui tend à se dissoudre. Ainsi, cet esprit ou émotion cherche à se faire remarquer pour simplement subsister. Et dans notre joli monde, c'est surtout la démesure, l'extravagance ou le théâtral qui permettent de capter l'attention. Alors un autre point, il y a aussi le poème que j'ai trouvé intéressant, qui rajoute une dualité passive entre Ben et Bill et formant un triangle avec Beverly. Quand elle découvre le poème dans sa chambre, on voit un livre de contes, c'est genre le crapaud et la princesse. On est dans la rêverie. Et la scène qui suit est directement celle du lavabo, la ramenant vers la réalité. Une séquence qui nous situe bien la transition dans laquelle elle se trouve. Plus tard, on a cette jolie scène pleine de poésie lorsque Ben réveille d'un baiser d'amour sa princesse. Mais tout se passe dans le monde allégorique, à contrario de la scène où Bill l'embrasse à son tour, mais dans le monde véridique. Ben est comme le crapaud de l'histoire, amoureux d'une princesse inaccessible, là où Bill se comporte comme un homme qui assume ses choix avec valeur et conviction.
Beverly est attirée vers Bill tout au long de l'histoire, elle attend après lui comme Ben attend après elle. L'un est dans le songe, là où l'autre est rongé. Bill l'oriente vers le monde raisonnable de l'adulte, au profit des fables incultes. Mais peut-être qu'elle s'intéresse moins à Ben à cause de son apparence. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être aura-t-il sa transformation en prince charmant dans le second chapitre. De même que je parlais des situations anodines qui formaient un tout, le défaut que possède chaque membre du groupe, finalement pourrait très bien s'avérer être une qualité par la suite. Un trait de caractère, une couleur unique définissant leur identité. On peut même considérer le groupe comme étant un seul et même corps, qui une fois uni peut faire des ravages. Alors dit comme ça, je pense aux Power Rangers, sortis cette année, qui se calent vaguement sur le même principe, mais fait d'une autre manière. On y trouve une entité monstrueuse en provenance d'un passé oublié, un groupe un peu considéré comme des losers, isolés chacun à leur manière, et avec des problèmes familiaux, ainsi qu'une introspection dans les entrailles de la Terre, pour y dénicher une force intérieure qui va les unir et les accomplir. Ces jeunes sont comme différents aspects d'un même esprit qui se renforcent pour devenir incassables. Et dans les deux cas, il y a pas mal de vannes, de dédramatisation, et une Beverly. Dans Scream de Wes Craven, on a la question fétiche. Quel est votre film d'horreur préféré ? La vraie horreur est la réalité humaine et non le folklore que l'on nous montre. Néanmoins, on pourrait voir la fiction comme étant la traduction sous forme fantaisiste des réalités dissimulées. C'est de l'obscurité que naît la lumière. Ils s'opposent, mais sont aussi des étapes successives, où l'une découle de l'autre, comme la conscience s'éveille chez l'individu à travers les phases de sa croissance, ou tout comme les contes de fées qui ont émergé de l'horreur. C'est la perception que l'on en a, ou les conditions dans lesquelles on passe ces étapes, qui deviennent pour les uns horrifiques et pour les autres bénéfiques. C'est presque un double face. Quand on regarde l'origine de tous les contes, ils sont souvent très noirs, dramatiques, et au cours du temps, l'espoir, le féerique sont apparus. Disney, en l'occurrence, s'est réapproprié la plupart des contes en dédramatisant les frayeurs pour en faire du bonheur. Dans des versions précédentes de Peter Pan, il n'était pas du tout comme on le voit chez Disney, bien au contraire. Il ressemblait beaucoup à ce que fait ça dans le film, en emprisonnant les enfants au pays imaginaire, comme s'il voulait figer les choses pour l'éternité. Alors on peut toujours, si on veut, y voir le sens que Peter protège ses enfants en les sauvant de l'horreur du monde adulte. Quand il tient Bill à la fin, il dit justement aux autres de manière ironique de partir pour grandir et devenir des adultes tellement heureux. Il y a une correspondance entre l'horreur du conte et la féerie. C'est l'ancien et le nouveau temps. Dans les légendes arthuriennes, on commence par le Dark Age, qui doucement se dissipe sous l'influence de la lumière. C'est un processus magique menant à l'émerveillement, l'évolution du bouleversant. C'est une dynamique naturelle que de changer notre perception, ou plutôt faire évoluer notre vision des choses. Tout comme de vouloir changer les dénouements négatifs du cercle vicieux en solutions positives du cercle vertueux. À l'image du mot loser qui devient lover, en changeant une lettre sur le plâtre dédit. V pour vendetta ou victoire. N'est-ce pas ce que l'on cherche tous? Se libérer délivré pour ne plus endurer, s'infliger toutes ces douleurs et s'orienter vers un monde haut en couleurs. À notre époque, on a abandonné le magique au profit du scientifique, mais il n'y a pas d'opposition. Ce sont deux aspects d'une même chose qui fluctuent selon le temps et les mentalités. C'est comme pour l'aspect de plus en plus dark de Batman, qui fait l'unanimité de nos jours, face à la représentation idyllique de Superman que l'on tend à noircir, de par l'actualité. Tout comme le choix entre DC et Marvel Disney, qui traite son univers de manière plus légère, avec humour et second degré assumé. Pourtant, ce sont les mêmes drames, les mêmes souffrances qu'ils endurent, mais transformés en jolies silhouettes aguichantes et consommables sans modération. Le changement et l'évolution vont également de pair avec le désir d'être à la page, comme on dit. Alors on change le registre et le contexte, pour continuer davantage à divertir les gens et leur faire vivre de nouvelles expériences. Une partie du public aime ce qui est sombre, mais veulent-ils que leur vie ressemble à ça? Ou bien qu'elle soit joyeuse, pleine de folie et de délire, même si cela peut paraître superficiel. Descendre dans l'horreur d'une fiction pour mieux apprécier la dérision du quotidien, ou aimer la plaisanterie des fictions pour se conforter de la réalité. Il n'y a pas vraiment de déformation des contes, mais une réactualisation selon l'époque où l'on se trouve, de même qu'à l'origine, ils ont eux-mêmes été conditionnés par la culture et les coutumes de leur temps. C'est une transition héréditaire, à l'image des princesses, ne serait-ce que celles de Disney, qui ont bien évolué entre les premières et les dernières, selon l'état d'esprit ou la croyance populaire. Il en va de même pour les comics, qui s'inspirent pour la plupart de la mythologie, en transposant ces récits dans le cadre et le contexte auquel ils ont été créés, formant à leur tour une nouvelle base sur laquelle ils seront eux-mêmes repris, réadaptés, rebootés à travers les filtres et les événements auxquels les sociétés se confrontent. D'une certaine manière, c'est également toutes ces nouvelles formes qui permettent d'avoir différentes couches de lecture. Alors peut-on dire que c'était mieux avant, puisque l'avant est lui-même un mouvement d'un autre avant qui n'est visible que par l'âge ou l'étape à laquelle on se trouve de notre existence? Il est normal pour un individu de changer, d'évoluer, tout comme de vouloir retrouver et renouer avec un état antérieur, là où tout allait pour le mieux. Un remake ne vient pas détruire ou remplacer l'ancien, mais le faire revivre, le prolonger en lui donnant l'accès sous le déguisement d'un produit simplifié et moderne. Alors bien sûr, l'horreur attire le spectateur qui veut se faire peur, mais au-delà de ça,
Le genre tente de rétablir ou de maintenir la forme d'origine de ses contes. Bon ou mauvais, il ne sera perçu que par le reflet des mentalités actuelles, le miroir dans lequel on se regarde, en se décrivant soi-même à travers sa propre critique de film. Il ne s'agit pas de comparer, mais de compléter. C'est plus une prise de connaissance de surface, et libre à n'importe qui de se plonger dans les différentes formes qui lui ont été consacrées par le passé. Mais un corps, faut-il en avoir l'envie et la volonté? Tous les jours on mange, et libre à chacun de prendre le temps de faire l'effort de préparation pour lutter contre la simplification ou la modernité de ce que l'on nous propose en grande surface. Les débats de savoir si une œuvre est fidèle à l'original, c'est comme si on prenait un individu et que l'on se demandait si sa version adulte était bien conforme à ce qu'il était enfant, car c'est bien ça qui vient en premier chez l'individu. Vu sous cet angle, ça paraît presque ridicule. Tout comme l'homme moderne, respecte-t-il bien les préceptes de ce que faisaient ses ancêtres? Est-ce qu'un enfant est lui-même une copie, une réplique de ses parents? Doit-il ainsi être conforme à la pensée des générations précédentes? Ou plutôt s'inspirer, prendre en compte tous ces éléments pour les intégrer à son présent sous la forme qui lui correspond? La science qui a tellement de valeur de nos jours ne fonctionnera-t-elle pas sur le même principe? Toutes ces suites, remakes et autres adaptations ne sont pas un problème en soi, mais plus celui du spectateur qui préfère le terrain connu et familier aux nouveaux horizons. Il y a une forme d'insatisfaction, où le spectateur semble déstabilisé par ces productions constantes qui cherchent à se renouveler au travers de la nostalgie d'une époque solidement ancrée. Comme pour ça, l'homme a peur du changement, tout comme la crainte de la routine. Alors il cherche ses repères dans le passé, là où se trouve la connaissance et un certain contrôle qui le sécurise face à un futur incertain. Il s'accroche à ce passé ou à la forme de celui-ci, mais paradoxalement ça camoufle la qualité de ce qu'il y a devant ses yeux, ici et maintenant. C'est ce que Bill tente difficilement d'atteindre avec son groupe, casser la boucle. Plus que ça, c'est la manière dont on définit ce qui nous entoure qui nous empêche bien souvent de voir l'essentiel, piégé par la forme ou les étiquettes apparentes. Il y a une tendance à vouloir tout caser rapidement dans une boîte. Hop, film d'horreur, film de super-héros, hop, dessin animé, blockbuster. Et c'est ça qui est consommé, les boîtes de choses dans lesquelles on les met. Les pubs, les affiches, les bandes annonces, c'est capter la dernière info pour être au cœur de l'actualité des réseaux sociaux. Les films sont devenus le show de ce qui gravite autour d'une œuvre plutôt que l'œuvre en elle-même. Alors évidemment, certains ont besoin d'être hypés, se donner envie pour pouvoir y aller. Tout savoir et tout connaître pour maintenir une forme d'intérêt et que le jour J, cette accumulation rejaillisse dans leur visionnage. Mais c'est un peu comme si on se voulait déjà heureux avant d'être envahi par l'émotion de l'être, ou avoir déjà vécu l'expérience sans la vivre. Il y a ce désir calculé de préméditation, faisant pâlir la spontanéité, l'élan des passions. Le style Disney donne l'impression que tout est simple et facile, alors que ce n'est pas le cas. C'est l'aspect sous lequel on présente l'histoire que l'on sait d'avance comme étant sans danger. Mais peut-être ont-ils choisi de n'exprimer que le positif, tout en endurant en coulisses les rouages infernales pour y parvenir. Un peu comme un spectacle de magie, le théâtre ou de la danse, où il faut passer de longues heures de souffrance pour parvenir à l'état de facilité, de plaisir, d'exaltation, c'est tout un art. Ça rejoint ce que dit le père de Tiana dans La Princesse et la Grenouille, en gros que pour exaucer son vœu, rêver ne lui fera faire qu'une partie du chemin, et qu'il faudra travailler très dur pour faire l'autre moitié. Quand on se balade dans la rue ou dans les transports en commun, on voit souvent les gens faire la tronche. Ne serait-ce pas plus agréable de voir des visages souriants, aussi niais cela puisse paraître? Là est l'effort personnel à fournir. Un simple geste, une petite attention, subtile et anodine, peut tout changer. Mais comme le disait Léonard de Vinci et d'autres, la simplicité est l'état le plus compliqué à atteindre. C'est une sophistication suprême. Ainsi, certains films préfèrent être enthousiastes et chaleureux plutôt que pessimistes et désastreux. C'est pour montrer que tout est encore possible et que tout finira bien. Alors oui, ça peut mener à des films beaux, magnifiques, mais crédules et sans fond, ou ce qui paraît l'être, parce que ces films ont désamorcé dans la forme les difficultés en les ayant surmontées, les menant forcément à une forme d'expression plus singulière. C'est comme à l'école, une fois qu'un problème est résolu, il devient très simple. Je pense aussi aux humoristes, qui utilisent le gag et la plaisanterie pour nous amuser et nous détendre. Freud disait que l'humour a quelque chose de libérateur, mais aussi de sublime et d'élevé. On peut le voir comme une lutte contre l'angoisse ou la colère, un moyen de se préserver autant que d'affronter. Ou encore, une manière de s'exprimer en passant outre les censures et les tabous. On y va pour rire, mais ça n'empêche pas de réfléchir pour autant. C'est lorsque l'on utilise la gravité d'un genre en la superposant à une situation plus légère d'un autre que tout devient limpide. Les différentes formes peuvent s'imbriquer comme des Legos ou se compléter comme un puzzle, à l'image de toutes nos émotions contraires qui nous constituent. Le monde en lui-même n'est rien de plus que ce qu'il est, comme les films, et c'est à travers notre regard qu'il va se définir, prendre forme. Si le monde peut paraître superficiel, ce n'est pas anodin. C'est peut-être parce qu'il est le reflet de ce que l'on y projette, ne parvenant à voir le fond des choses plus que par une seule forme spécifique. C'est bien souvent sous la forme ou le genre auquel apparaît un sujet que les conflits se propagent. On se laisse trop souvent bercer par l'illusion de nos attentes, les a priori. On se fait des plans pour ne pas tomber dans l'ennui ou le banal. Mais ça ne fait que nous intégrer davantage aux généralités de ce monde. Tout pour ne pas faire de vagues et rester dans des cadres, zones de confort.
Même si l'on est blasé ou frustré, il ne faut pas lâcher à la première difficulté ou aux premières impressions. Elles masquent souvent l'inespéré. C'est à nous de rester ouverts à tout ce qui nous est proposé, savoir lire entre les lignes, et ne pas se laisser manœuvrer par les conditions externes, mais par notre attitude interne. C'est la manière à laquelle on s'intéresse aux choses qui transforme tout ce que l'on consomme et ce que l'on vit. Comme le dit Dumbledore, nous aurons tous à choisir entre le bien et la facilité. On est toujours confronté à ce que l'on est, et de s'accepter soi-même, c'est bien ça la chose la plus terrifiante. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, même s'il y a encore pas mal de choses à dire. Les musiques qui sont changeantes par rapport aux différents aspects du monstre, celle au piano au début est plutôt jolie, et le film est vraiment plaisant. Que ça soit les dialogues, le jeu d'acteur, la densité du récit ou le dosage des blagues, c'est avec plaisir que l'on suit les mésaventures de ces personnages, même s'ils ne sont pas tous traités avec le même intérêt. Ça est à la fois un film horrifique et un conte fantastique, deux genres qui se combinent idéalement et auxquels le chapitre 2 viendra se marier. Je finirai par une citation servant de conclusion et de transition. L'homme est peuplé de nuages qui le connaissent depuis l'enfance. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.